Voilà, bienvenue à toutes les personnes qui se sont connectées sur ce webinaire. Donc, bienvenue aux élèves des classes de première et de terminale des lycées qui se sont inscrits, aux parents des élèves, aux équipes éducatives. Donc, nous allons passer 1 heure et demie ensemble pour démystifier un petit peu ce que sont les classes prépa aux grandes écoles, ce qu'on appelle communément des CPGE ou des prépas. Et notamment, je tenais à remercier messieurs Guéguin et Allard, respectivement proviseurs du lycée Rouvière à Toulon et proviseur adjoint du lycée Dumont-d'Urville également à Toulon, qui ont bien voulu accepter de contribuer à l'animation de ce webinaire cet après-midi. Alors nous allons répondre à un certain nombre de questions que les élèves se posent tous et toutes. Qu'est-ce que c'est qu'une prépa, au sens large? À quoi ça sert aussi d'aller en classe prépa? Beaucoup d'élèves s'inquiètent sur l'ambiance en classe prépa. Est-ce que ça va vraiment être quelque chose qui va me préparer à un concours et je n'aurai pas vraiment de contact avec des camarades? Je vais devoir avoir une charge de travail quand même relativement considérable. Alors c'est vrai que c'est 2 années d'études quand même relativement chargées, mais malgré tout, c'est important aussi de savoir dans quel environnement je vais me situer. Est-ce qu'il y a un coût qui est lié aux études en classe prépa? Parce que ça peut être un frein. Et puis surtout, revenir sur après une classe prépa, qu'est-ce que l'on peut faire euh, comme type de concours, en fonction bien évidemment de la spécialité dans laquelle on s'est inscrit. Est-ce que c'est une vocation, une prépa à vocation plutôt littéraire, plutôt économique et commerciale ou plutôt scientifique? Si la classe prépa me plaît pas ou si les perspectives qui me sont offertes après une classe prépa eh bien, ne me satisfont pas ou mon projet a évolué, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Quelles sont les différentes possibilités de réorientation que je peux envisager après une classe préparatoire aux grandes écoles? Donc, voici tout un tas de questions que nous allons aborder cet après-midi et qui vont être présentées par les proviseurs des lycées que je citais tout à l'heure. Il y aura donc 3 temps dans cette présentation. Une présentation générale faite dans un premier temps par Monsieur Allard, proviseur adjoint du lycée Dumont-d'Urville. Puis s'en suivra une présentation par Monsieur Guéguin, donc proviseur du lycée Rouvière à Toulon. Et une troisième partie sera réservée pour les réponses aux questions. Donc réponses aux questions qui seront assurées à la fois par messieurs Allard et Guéguin, mais également par monsieur Benet, qui est enseignant en classe préparatoire aux grandes écoles, à la fois au lycée Rouvière à Toulon et au lycée du Mont-d'Urville à Toulon. Voilà. Donc, je vais procéder dans un premier temps à un partage d'écran de façon à ce que Monsieur Allard puisse avoir son diaporama. Et puis ensuite nous reprendrons l'activité classique avec Monsieur Guéguin. Et puis s'en suivront, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les réponses aux questions. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête, démystifier un peu tout ce qui peut être actuellement les craintes ou les stéréotypies que vous pourriez avoir sur ces différentes classes prépa aux grandes écoles. Voilà. Monsieur Sabatier, Sabatier, donc, une information sur les CPJ. Première partie consacrée aux différentes filières de vin. Ensuite, on répondra aux questions étudiants. Monsieur Sabatier, oui, quelques-unes. Et enfin, on fera la troisième partie consacrée à des questions. J'espère que tout le monde entend. Donc, la présentation des classes eh bien, il en existe 3 classes préparatoires aux grandes écoles. Alors, il faut que le diaporama suive. Donc, il existe des classes
littéraire, économique. Alors, on va commencer par les classes prépa économiques et commerciales. Il y a deux voies possibles. La voie générale, voie technologique, bien entendu, c'est pour les bacs. Et la voie générale, c'est pour les bacs. Alors, vous voyez les heures de cours en classe prépa ECG. Très important, cette année, la voie ECG. Merci. Non, précédent. Parce que c'est les classes ECG et il y a 4 parcours possibles de ECG. Il y a un tronc commun avec la culture générale, langue vivante 1, langue vivante 2 et EPS. Et ensuite, il y a les 4 parcours qui apparaissent à l'écran. Le parcours maths appliqué ES-HMC, c'est-à-dire bien géopolitique, ES-HMC, excusez-moi, économie, sociologie et histoire du monde contemporain, avec les maths appliquées. Un autre parcours maths approfondi avec la même spécialité économie, sociologie et histoire du monde contemporain. Et 2 autres parcours avec maths appliquées, maths approfondi et respectivement avec géopolitique, donc histoire, géographie, géopolitique du monde contemporain. C'est très important ça parce ça fait 4 vœux différents dans Parcoursup. Et ensuite, on indique le parcours et en sous-vœu, on indique à quel endroit on veut suivre cette classe prépa. Dans l'académie, les ECT, il y en a une à Nice. Les ECG, il y en a au lycée Masséna. Ils ont les 2 parcours de droite, maths approfondi, et HGMC. Et ils ont le parcours aussi maths appliqué avec la même spécialité, histoire, géographie, géopolitique du monde contemporain. Et il y a aussi le lycée international qui ont le parcours de gauche, maths appliqué et économie, sociologie et histoire du monde contemporain. Et au lycée du Mont-d'Urville, on a les 4 parcours, donc c'est plus simple. Donc voilà pour les classes prépa économiques et commerciales. Ensuite, on va voir les débouchés. Après 2 ans de classe prépa économique et commerciale, on présente des concours. Il y a 2 sortes de concours. Le premier concours s'appelle Ecricom et le deuxième concours s'appelle BCE. Ecricom débouche sur 4 grandes écoles de management qui s'affichent sur votre écran. Donc c'est ce qui est entouré en rouge, Kedge, Neoma, etc. Et le concours BCE, là il y a une vingtaine d'écoles, donc vous voyez certains logos, plus 3 écoles associées. Alors dans ces vingtaines d'écoles, il y a HEC Paris qui est la plus connue, et il y a d'autres écoles comme l'école de Montpellier, comme à Grenoble, Lyon, etc. Bien, c'est très important, le chiffre en jaune, regardez, vous avez 7500 admissions pour 10 000 candidats. Donc c'est pour ça que les classes prépa sont la voie royale pour accéder aux grandes écoles. C'est uniquement ce qui s'affiche à l'écran, les grandes écoles de management. Il y en existe plein d'autres qui ne sont pas référencées en tant que grandes écoles. Donc ça, c'est très important de faire la distinction entre les grandes écoles et les autres. Et vous pouvez aussi postuler à l'école militaire de Saint-Cyr pour devenir officier ou à l'école nationale de la statistique et de l'administration économique. Donc vous voyez un grand champ d'écoles et surtout un grand pourcentage de possibilités de rentrer dans ces écoles-là. Et il y en a pour tous les niveaux, bien entendu. HEC Paris, qui est la plus sélective. Donc, bien entendu, il faut avoir des notes excellentes avec d'autres écoles qui sont plus abordables. Les statistiques montrent que c'est abordable, vu qu'il y a plus de 75% de réussite au concours. Bien, sans compter les écoles et l'orientation possible à l'université. On en reparlera plus tard. Donc voilà pour les prépas économiques et commerciales. La deuxième famille de classes préparatoires aux grandes écoles,
Eh bien, ce sont les prépas littéraires. Les prépas littéraires, alors on appelle ça souvent la première année hypocagne, et on existe deux sortes, les prépas AL et les prépas BL. Les prépas AL, c'est la vraie prépa littéraire classique. Les prépas BL, c'est les prépas lettres et sciences sociales. Donc, vous voyez les horaires qui s'affichent. Prépa BL, mathématiques, donc 5h30. C'est important, il faut avoir un bon niveau en maths, c'est sélectif. Prépa AL, hypocagne. Et là, oui, il n'y a plus du tout de maths. Français, 5 heures, donc philo, histoire, LVA, LVB, avec des possibilités d'organiser ces enseignements. On peut faire un peu plus de langue vivante et un peu moins de géographie si on veut. Vous voyez, c'est un peu un enseignement à la carte. En première année, c'est un tronc commun. Et en deuxième année, il y a un fléchage entre la cagne classique Ulm, où vous avez beaucoup de latin et de grec, et la cagne moderne, où le latin, c'est une option. Mais vous avez des spécialités et vous choisissez des spécialités en fonction de ce que vous voulez faire plus tard. Donc, vous pouvez faire la spécialité histoire-géographie, la spécialité lettres modernes, la spécialité philosophie, la spécialité anglais, etc. Où peut-on faire ces classes prépa? Eh bien, pour BL, il faut aller dans l'académie voisine, à Marseille. Pour les classes prépa littéraires, eh bien, il y a Dumont-d'Urville, il y a Masséna, et il y a aussi le lycée Carnot à Cannes. Les débouchés, alors là, c'est totalement différent en termes de quantité. Vous avez un seul concours, c'est le concours de la BEL. La BEL, ça signifie Banque d'épreuves littéraires. Ce concours vous donne accès, bien entendu, à l'ENS, École normale supérieure. C'est très sélectif et il n'y a que quelques personnes qui peuvent rentrer, quelques étudiants qui rentrent par classe prépa. Voilà. C'est très, très sélectif. Donc, bien entendu, nous, par exemple, à Dumont-d'Urville, on a en moyenne un par an. Vous voyez, donc on ne peut pas dire que les débouchés sont très grands à l'ENS. D'autres prépas à Paris ont de meilleurs taux, mais aucune classe prépa n'a un très bon pourcentage de réussite à l'ENS. Bien. Ensuite, il y a d'autres écoles. À part l'ENS, il y a des écoles de traduction, comme l'ESIT ou l'ISIT, où on forme pas que des traducteurs, on forme des managers dans un domaine lié à la traduction. Il y a une école de journalisme à Sorbonne, CELSA. Il y a l'Institut supérieur de management public et politique. Il y a des écoles d'art, comme l'école du Louvre, l'école de Chartres. Ça donne bien sûr accès à Sciences Po, Aix ou autre. Et à l'école d'officier aussi, pour devenir officier dans l'armée de terre. Et à ce moment-là, il faut avoir choisi le parcours histoire-géographie, la spécialité en Cagne Lyon, pour pouvoir postuler pour devenir officier dans l'armée de terre. Bien, Saint-Cyr. Très important aussi, ça donne accès aux mêmes écoles que la diapositive précédente, aux écoles de commerce et de management, donc les écoles du concours BCE et du concours Eclicom. Ça peut être une stratégie si vous n'avez pas le niveau en maths. Vous avez vu que dans la diapo précédente, les maths c'était 8 heures ou 9 heures de maths. Donc c'est très sélectif. 8 heures de maths, le niveau est élevé. Si vous avez envie de rentrer dans une école de commerce, vous avez pas très fort en maths, moi je vous conseille ce parcours si vous avez des qualités littéraires et vous rentrerez dans une grande école de commerce. Vous pouvez avoir aussi des débouchés littéraires dans une école de commerce. Vous pouvez devenir conservateur de musée, par exemple. C'est un métier totalement littéraire, mais vous avez besoin de management. Vous allez manager une équipe. Vous avez besoin d'un minimum de comptabilité, etc. Tout ça, ça s'apprend dans une école de commerce. Donc, école de commerce, ça ne veut pas dire je suis trader. On peut faire trader, bien entendu, après une école de commerce, mais on peut faire aussi un métier plus littéraire. Donc, les prépas littéraires ont énormément changé et les débouchés sont aussi très importants. Les débouchés, c'est aussi l'université. Beaucoup d'élèves suivent ensuite
eh bien l'université, il rentre en deuxième année ou en troisième année ou même en master si on cube, c'est-à-dire que si on refait une troisième année de classe préparatoire, on peut rentrer directement en master, dans certains masters. Donc ça c'est important, vous avez énormément de débouchés en prépa littéraire. Ce n'était pas le cas il y a une quinzaine d'années. Voilà, donc ça c'est très important. Bien. Et enfin, vous avez ah oui, alors bien entendu, on recrute, mais ça on en parlera tout à l'heure, du recrutement. Via Parcoursup, on en parlera une fois. La présentation des classes prépa, maintenant c'est la troisième partie des classes prépa, ce sont les classes prépa scientifiques, et je vais laisser la parole à mes collègues, Monsieur Benet et Monsieur Egan. Je vais vous parler des classes préparatoires scientifiques. Alors, elles sont particulièrement adaptées pour entrer dans une école d'ingénieur. C'est pas l'unique voie, on va en parler un petit peu là, mais on va dire que c'est la voie principale, la voie royale un petit peu, pour entrer notamment dans les grandes écoles d'ingénieurs. Alors pourquoi rentrer dans une école d'ingénieur, hein? Évidemment, c'est pour faire des sciences, mais pas que. En tout cas, globalement, c'est pour, on va dire, relever les grands défis de demain. Alors notamment, évidemment, les défis scientifiques. Mais pas que, on en parlera un petit peu. Donc, si je peux passer à la diapo suivante. Parce que j'ai pas la main. Voilà. Donc, on va parler un petit peu des voies d'accès d'une manière générale et ensuite plus particulièrement des classes préparatoires aux grandes écoles. Alors, on va passer à la suite. Alors, donc, qu'est-ce qu'on trouve dans ces grandes écoles d'ingénieurs? Alors, évidemment, il y a des écoles qui sont plus ou moins connues. Il y a l'école polytechnique, il y a toutes les écoles centrales. Il y a les écoles Supélec, les mines et ponts, les arts et métiers, l'école normale supérieure, les INSA. Vous retrouvez les CC-INP, enfin tout un tas d'écoles. Il y en a plus de 200, on va dire. Donc le panel, le choix est assez large. Il existe à la fois des écoles qui ont plutôt des formations généralistes, dans lesquelles on va ne se spécialiser que en troisième année, puisque ce sont des écoles qui sont en 3 ans. Et puis d'autres écoles dans lesquelles on est un peu plus spécialisé en mécanique, en électronique, en informatique. Bref, on a tout un panel d'écoles. Je dirais que en général, plus les écoles sont renommées, plus la formation est large, puisqu'en général, ces écoles-là ne vont pas vous former spécifiquement dans un domaine pour aller faire du bureau d'études. Mais comme vous êtes assez rapidement avec des responsabilités relativement importantes, à gérer des équipes, à faire du management ou ce genre de choses, ce sont souvent ces grandes écoles-là qui offrent un panel de formation un peu plus vaste, on va dire. Et d'ailleurs qui n'empêche en rien de se spécialiser en dernière année ou en faisant des masters ou différentes spécialisations possibles. Alors en tout cas, ces écoles-là, elles sont accessibles par concours, par les CPGE, sur dossier aussi. Certaines écoles, on arrive à y rentrer sur dossier. Ce ne sont pas les plus prestigieuses, entre guillemets, mais il y en a un certain nombre. Mais en général, donc, quand on fait une classe préparatoire aux grandes écoles, c'est pour passer les concours, même si on fait quelques dossiers pour assurer le coup, on va dire. Alors, on peut y rentrer aussi dans ces grandes écoles par le cursus BTS. C'est plus compliqué, il faut vraiment faire partie des meilleurs élèves. Et en général, le recrutement est uniquement sur dossier. On peut y arriver aussi en passant par les DUT. Alors, que ce soit les filières GMP, c'est-à-dire G mécanique productique ou GE2I, donc il existe plusieurs DUT avec des filières scientifiques qui permettent de rentrer dans ces écoles-là. Mais là aussi, l'entonnoir, on va dire, est un peu plus rétréci. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire partie des meilleurs élèves. Alors, ces écoles-là, donc elles sont en général sur concours quand on passe par la prépa. Il existe aussi des écoles d'ingénieurs avec une prépa intégrée. Donc ça veut dire que, par exemple à Toulon, hein, vous avez l'ISEN qui a une prépa intégrée. Alors, ces prépas intégrées ne vous permettront pas d'aller passer les concours des autres écoles et des autres grandes écoles. À partir du moment où vous rentrez dans ces cursus-là, eh bien, vous allez
suivre votre scolarité dans une école à prépa intégrée, vous ne pourrez pas en changer. Donc, encore une fois, les classes préparatoires, c'est ce qui va vous donner le choix le plus vaste et surtout l'accès aux plus grandes écoles pour lesquelles, si je prends Polytechnique, Centrale et autres, c'est pas possible d'y rentrer en passant par un BTS ou un DUT. Donc voilà pour parler un petit peu des CPGE et du cycle post-bac pour entrer dans les grandes écoles. Alors par l'université, il y a aussi quelques passerelles une fois qu'on est en master, mais là aussi c'est relativement réservé aux meilleurs des meilleurs élèves. Et encore une fois, quand vous passez par l'université, par les BTS, par les DUT, de toute façon, vous n'aurez pas le même bagage scientifique, qu'il soit en mathématiques, en physique, en sciences de l'ingénieur, en informatique. Vous n'aurez pas le même bagage et vous serez un petit peu moins bien armé pour ce qui est des disciplines notamment fondamentales que vous aurez pu voir en classe préparatoire. Donc, quand on peut rentrer en classe prépa, et si on se sent prêt, on va voir à travailler quand même relativement de manière importante. Alors, si on est pris, je pense que c'est la voie d'accès qui vous prépare le mieux au cursus en grandes écoles d'ingénieurs. Donc, on va regarder un petit peu les différentes filières de classe prépa scientifique. Alors, tout d'abord, donc, avant de regarder les filières, donc 2 ans de formation pour les classes prépa, voire 3 années si on décide que les résultats n'ont pas été suffisants, soit on n'a pas eu l'école qu'on voulait, soit on pense qu'on peut faire mieux, et on se sent prêt à affronter, on va dire, une deuxième année, donc du coup c'est un cursus en 3 ans, mais normalement c'est 2 ans de classe prépa. Donc approfondir les compétences, savoirs fondamentaux en sciences, développer ses facultés de compréhension et d'adaptation, et puis développer son endurance intellectuelle et la maîtrise de son organisation. En effet, au-delà du corpus de savoir que l'on enseigne en classe préparatoire, on acquiert des méthodes de travail, on apprend aussi à faire face à des problèmes qui font intervenir on fait front à des problèmes assez compliqués. Il va falloir faire des tris, il va falloir avoir un certain esprit de synthèse et il va falloir s'organiser en fait. L'organisation, c'est vraiment un des points clés fondamentaux pour réussir d'ailleurs en classe prépa. Être capable de s'imposer un emploi du temps assez strict, être capable de travailler assez longuement, on va dire, et développer sa capacité de concentration. C'est-à-dire quand je dis travailler assez longuement, c'est pas rester devant un écran ou un cours pendant plusieurs heures, c'est arriver à se concentrer, à être efficace pendant un certain temps. Donc au-delà encore une fois des savoirs, c'est vraiment apprendre des méthodes de concentration, de mémorisation. Alors suite à ces 2 ans de formation, donc une école d'ingénieur, c'est 3 ans, voire 4 ans. Alors pourquoi 4? Certains élèves, suite aux 3 premières années, font une spécialisation, un MBA ou différentes possibilités de spécialisation, on va dire, en faisant une année supplémentaire. Certaines écoles aussi, et de plus en plus, vous permettent de faire une année de césure, c'est-à-dire que parmi les 3 ans, là, en 2e ou 3e année, vous décidez de prendre une année pour il faut que ça s'inscrive un petit peu dans le cursus, mais ça peut très bien être aller faire de l'humanitaire dans un pays africain ou autre. Bref, souvent maintenant et de plus en plus, on a des élèves qui font une année de césure. Alors, suite à cette école d'ingénieur, certains élèves font ensuite un doctorat parce qu'ils veulent se lancer dans la recherche, voire dans l'enseignement et la recherche. Donc il y a ces possibilités-là suite à une école d'ingénieur. Alors, donc maintenant on va parler plus précisément des classes préparatoires scientifiques. Alors, suite à votre baccalauréat général, vous avez actuellement en première année la MPSI. Alors, pour ce qui est des sigles, ça veut dire maths, physique et sciences de l'ingénieur. Vous avez la PCSI, physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Vous avez la PTSI, physique, technologie, sciences de l'ingénieur. Vous avez la filière BCPST qui là est particulièrement adaptée pour les élèves qui ont fait des enseignements de spécialité en SVT et qui va permettre
de passer des concours agronomie, par exemple. Mais cette filière BCPST ne donne pas accès à toutes les écoles d'ingénieurs orientées mécanique, mathématiques, informatique, etc., etc. C'est-à-dire que c'est le panel accessible par la filière BCPST est sans commune mesure avec ce que vous avez avec la MPSI, la PCSI et la PTSI. Et puis, à partir de l'année prochaine, vous avez cette filière MP2I qui vient d'être, c'est nouveau, ça vient d'être créé. Vous en avez une par académie seulement. Alors, dans l'académie de Nice, c'est au lycée international de Valbonne, à Sophia Antipolis, que cette filière s'ouvre. Donc là, vous êtes sur les sigles physique, enfin maths, physique, ingénierie et informatique. Alors, il existe ensuite, suite à ces premières années, il est parfois possible d'avoir le choix entre plusieurs classes de deuxième année. Vous voyez par exemple que la MP est la suite logique, on va dire, de la MPSI. Mais en MPSI, il a possibilité de faire une option de sciences de l'ingénieur qui vous permettrait ensuite d'aller soit en MP, soit en PSI. Pour ce qui est de la PCSI, vous avez la possibilité de choisir soit une option de sciences de l'ingénieur qui vous fait aller en PSI, soit une option de chimie qui vous permet d'aller suivre en PC. Pour ce qui est de la PTSI, vous avez la possibilité dans la suite logique d'aller en PT, mais vous pouvez aussi aller en PSI. Là, ce n'est pas une option particulière, c'est une possibilité qui existe pour tous les élèves de PTSI. Et avec la nouvelle filière MP2I, la suite logique, c'est de poursuivre en deuxième année en MPI. Mais si vous avez pris option sciences de l'ingénieur, vous pourrez aller en PSI ou en MP en deuxième année. Alors, donc vous voyez que toutes ces premières années de classe préparatoire, là, parfois vous donnent des possibilités de changer parce qu'on décide, par exemple, on a fait une MPSI, on pensait que les maths, c'était particulièrement le truc qui nous correspondait. Et puis, on s'aperçoit en fait qu'on a un profil un peu plus physique et sciences de l'ingénieur. Et du coup, on préfère aller en PSI. Donc tout ça, évidemment, c'est difficile de le prévoir parce que les enseignements que vous avez pu avoir en terminale vous ont certes préparé à faire des premières années en classe préparatoire, mais évidemment, comme dans tous les domaines, on va un petit peu plus loin, on demande davantage de rigueur. Parfois, on se découvre un petit peu des aptitudes dans des matières ou des disciplines qui, a priori, n'étaient pas forcément celles qui étaient prévues. Alors, au niveau des intitulés de deuxième année, juste MP, c'est maths et physique, PSI, c'est physique et sciences de l'ingénieur, PC, c'est physique et chimie, PT, c'est physique et technologie, et MPI, là, maths, physique et informatique, d'accord, pour la deuxième année. Alors, donc, je répondrai ensuite aux différentes questions, hein, parce qu'évidemment, ça fait pas mal de sigles. Et puis, on va regarder maintenant qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on y enseigne dans ces différentes filières de classe préparatoire scientifique. Alors, au centre, vous avez ce que j'ai appelé ici les enseignements de base. C'est-à-dire que de toute façon, que ce soit en MPSI, en PCSI, que ce soit en PTSI ou en MP2I, les BCPST c'est un petit peu particulier, vous aurez des mathématiques. Alors j'ai pris en volume horaire, voilà, j'ai fait approximativement, on va dire sur l'enseignement de base, on va dire que vous avez beaucoup de mathématiques, beaucoup de physique et chimie. Sur l'enseignement de base, vous avez un petit peu de sciences de l'ingénieur, vous avez de l'informatique, de l'algorithmique, vous avez des lettres, et vous avez une langue vivante. Et parfois, vous pouvez en faire deux, etc. Mais si vous en avez qu'une, en gros, l'ensemble lettres, langue vivante, ça représente ce que vous faites en informatique, en SI, on va dire. Et vous voyez que sur l'enseignement de base, en mathématiques et en physique, là, ça représente certainement à peu près le double. Alors, selon la filière que vous allez choisir, vous allez rajouter en plus, alors par exemple, en MPSI, puisque c'est orienté un peu plus vers les mathématiques, vous allez rajouter encore plus de mathématiques. En PCSI, vous allez rajouter encore plus de physique et de chimie. En PTSI, vous allez rajouter encore plus, on va dire, de sciences de l'ingénieur. Et en PTSI, quand vous rajoutez ces sciences de l'ingénieur-là, vous arrivez à un niveau équivalent à celui des mathématiques et de la physique.
C'est-à-dire que la PTSI, c'est la filière qui va vous faire autant de maths, de physique que de sciences de l'ingénieur. En MPSI, quand vous rajoutez des mathématiques, vous en avez encore plus que tout le reste, quoi. En physique, quand vous rajoutez de la physique et de la chimie, dans des proportions pas identiques, on va dire, vous en faites encore un peu plus. Et en MP2I, vous allez rajouter de l'informatique, ce qui va vous faire arriver à un enseignement d'informatique à peu près équivalent à celui des mathématiques et de la physique au niveau du volume horaire. Alors, globalement, tous ces enseignements-là, ça représente plus de 30 heures par semaine, peut-être 32, 33. Vous rajoutez à cela 34 peut-être même. Vous rajoutez à cela en moyenne 2 heures d'interrogation orale alors, par élève, par semaine. Vous allez tourner sur les matières, mais dans une semaine, en général, un élève a 2 heures d'interrogation orale, que ce soit en maths, en physique, en anglais, en français, enfin en lettres ou autre. Vous rajoutez à cela 4 heures de devoirs surveillés. En général, ils ont lieu le samedi matin, donc c'est pas pris sur les heures d'enseignement. Sur les heures d'enseignement, vous pouvez avoir des petites évaluations, notamment de cours, mais les 4 heures de DS, c'est le samedi matin, et vous allez avoir les disciplines mathématiques, physique, sciences de l'ingénieur, etc., qui vont tourner sur ce créneau-là. Bref, en tout ça, là, ça va représenter une quarantaine d'heures de travail en classe, sur table, par semaine, auquel évidemment, il faudra rajouter le travail personnel. Donc voilà au niveau du volume horaire, on va dire, que vous avez en classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques. Donc là, je crois que j'ai terminé sur ce slide. On peut passer à la suite. Bien. Et je crois que c'est terminé. Alors, au niveau du recrutement, c'est Parcoursup, bien entendu, il faut se passer par Parcoursup. Souvent, on entend, si tu as pas minimum 16 de moyenne, tu ne peux pas rentrer en classe prépa. Est-ce que c'est vrai? Les profils qui vont être recherchés sur ces classes préparatoires sont bien évidemment des profils d'élèves un peu particuliers. Je voudrais malgré tout dire, avant de parler des notes, dire 2-3 mots sur les spécialités que les élèves ont pu choisir sur les classes de terminale et qui ont sans doute un petit peu modifié la donne des profils d'élèves que nous allons avoir en candidat sur les CPGE. La première chose que j'aurais à dire aux élèves, c'est ne vous interdisez pour le moment rien. Ça veut dire que quels que soient les couples de spécialités que vous avez choisis en classe de terminale, que vous ayez choisi une option de mathématiques, maths complémentaire, ça veut dire que vous n'avez pas fait de spécialité maths, ou une option maths experte que vous l'ayez choisie ou pas, pour le moment, sauf si vraiment il y a des choix particuliers à faire sur les vœux, ne vous interdisez rien et demandez les classes préparatoires parce que de toute façon, les équipes vont examiner tous les vœux qui seront faits. Et en fonction évidemment des résultats que vous obtiendrez sur la classe de terminale, eh bien, les classements seront faits et il y aura forcément des choix. Alors la question que je veux savoir, c'est est-ce qu'il faut 16 de moyenne générale pour entrer en classe préparatoire? La réponse est non. Non, il n'y a pas forcément 16 de moyenne générale pour entrer en classe préparatoire. D'abord parce que finalement 16 de moyenne générale, ça veut dire que presque toutes les notes sont très élevées dans toutes les disciplines et on a des profils qui ne sont pas forcément toujours équivalents. On a des profils très homogènes avec des élèves qui ont des bons résultats à peu près partout, mais aussi des profils très hétérogènes avec des profils très scientifiques mais un peu moins littéraires. Alors, on regardera tous ces dossiers et bien évidemment certains de ces dossiers seront pris. Il faut toujours faire attention sur les profils littéraires, malgré tout, notamment pour les classes CDG et scientifiques, parce que le domaine littéraire va être important durant la formation, mais va surtout être important aussi durant les concours, parce que c'est parfois là que peut se faire la différence entre certains candidats en fonction de leur valence littéraire plus ou moins forte. Donc, non, tous les dossiers sont étudiés, et bien évidemment ceux qui seront en dessous de 16 de moyenne, il n'y a aucun doute là-dessus.
être riche pour aller en classe prépa? Le coût des études. Je réponds toujours. Alors, est-ce qu'il faut être riche? Non, parce que le coût des classes préparatoires, on parle de la grande majorité des classes préparatoires, hein, c'est-à-dire les classes préparatoires qu'on trouve au lycée Dumont-Durville et au lycée Rouvière, qui sont des classes préparatoires publiques, sont des classes préparatoires pour lesquelles les coûts correspondent essentiellement au coût d'inscription en université. Parce que tous les élèves de classe préparatoire doivent être inscrits dans un cycle universitaire sur une université de rattachement. On a tous des conventions avec des universités proches. Le lycée Rouvière a des conventions avec l'université de Toulon essentiellement, mais le lycée Dumont-Durville, M. Allard pourra vous en parler tout à l'heure, a des conventions avec d'autres universités un peu plus lointaines, suivant les spécialités. Et essentiellement, le coût de l'inscription en université. Et puis, il y a toujours aussi la possibilité, bien évidemment, pour ceux qui en ont le plus besoin, d'avoir des bourses du supérieur qui existent. Il y a aussi un autre élément qui peut être à prendre en compte dans le coût et qui peut être lié au domicile et à la distance entre le domicile et le lycée que l'on aimerait avoir ou que l'on choisit. Nous sommes sur les deux établissements qui sont là, deux établissements avec des internats. Et parfois, ça se discute, notamment en termes de travail. Hein. Si la distance est un peu lointaine entre le domicile et le lycée, on perd du temps de travail. On peut éventuellement d'ailleurs avoir du coût de transport. Il y a aussi la possibilité d'être en internat, en tout cas de demander des places en internat. Et c'est un coût supérieur, bien évidemment. Maintenant, ça reste très honnête par rapport à des chambres extérieures, bien évidemment. Mais ça peut permettre de gagner beaucoup de temps de travail pour un coût qui reste, me semble-t-il, moi, très modéré. Si ce coût à comparer avec les bachelors qui coûtent très très cher et qui vous permettent de rentrer que dans une école de commerce. Là, si vous faites une prépa, vous pouvez rentrer dans toutes les écoles qui existent dans, bien sûr, le domaine que vous choisissez. Donc ça, c'est important. Le coût de l'internat, c'est à peu près 2000 € l'année dans ces eaux-là, voilà. Avec les repas et l'hébergement compris, pour donner une idée. Bien, on entend... Et puis, en cas d'échec, si en cas d'échec au concours, est-ce qu'on perd 2 ans? Monsieur Bélier. Déjà, on va dire d'un point de vue connaissance scientifique, méthode de travail, etc., les années de classe prépa, quand elles ont été faites sérieusement, ce ne sont pas des années perdues. On a appris des méthodes, évidemment des savoirs, mais aussi des méthodes. Et donc ça va permettre à l'élève d'être armé, on va dire, pour toute la suite de sa scolarité. Alors, chaque année, on donne des ECTS qui sont des crédits, qui donnent des équivalences, on va dire. Il y a des conventions entre les classes préparatoires et l'université. Selon la filière selon la classe préparatoire que vous avez fait, vous avez des équivalents pour aller dans une filière adaptée, on va dire, correspondante à l'université. Par exemple, si vous avez fait une MPSI, eh bien, on va vous accorder des crédits pour aller faire une licence L2 de mathématiques. Mais évidemment, pas si vous voulez aller en deuxième année à l'IUT faire du génie mécanique, par exemple, c'est pas en faisant une MPSI que vous serez préparé à rentrer directement en deuxième année. Donc, si vous voulez continuer dans la même voie que votre première année de classe préparatoire aux grandes écoles, alors il y a des conventions avec l'université qui vous permettent de ne pas avoir perdu une année. Bon, maintenant, si vous voulez changer complètement de domaine, alors vous allez repartir sur une première année à la faculté ou ailleurs. Mais encore une fois, ce ne sont pas vous ne pourrez pas dire que c'est une année qui a été perdue. Elle va être bénéfique dans des tas de domaines et notamment les méthodes de travail. On peut aussi cuber, on dit cuber ou on dit 5,5 pour les scientifiques, et donc recommencer une année en classe prépa pour obtenir l'école de son choix. Et quelquefois,
Ce sont des élèves d'un bon niveau qui cubent pour obtenir une école plus prestigieuse. Voilà. Une autre question, est-ce qu'il les grandes prépas parisiennes ont des taux de réussite supérieurs aux prépas de proximité comme les nôtres? Faut-il aller à Paris pour réussir? Alors, moi, personnellement, j'ai eu la chance d'enseigner dans des grands lycées et dans des lycées plus modestes. Avant tout, il faut bien comprendre que c'est l'élève qui rentre en école, c'est pas le prof, hein, ni le lycée, ni le proviseur, malheureusement. Mais c'est l'élève qui a les aptitudes pour entrer en école. Les équipes enseignantes, elles font leur travail et elles font tout ce qu'elles peuvent pour à la fois aider les élèves qui ont des niveaux plus modestes et les excellents élèves qui arrivent assez rapidement à faire le travail, on va dire, commun. Lorsqu'on a ce genre d'élève qui est nettement au-dessus des autres, alors on donne du travail supplémentaire régulièrement et on le prépare aux grandes écoles. Alors, il est sûr que dans une classe où potentiellement vous avez les trois quarts de la classe qui est susceptible de rentrer dans des grandes écoles, ça donne une émulation particulière. D'un autre côté, ça donne aussi une pression permanente que tous les élèves ne sont pas capables de supporter. Et ça, c'est difficile de le prévoir. Alors, il y a déjà eu des expériences d'élèves qui sont partis à Paris dans des grands lycées qui ont été pris. Certains ont bien réussi, certains sont revenus parce qu'il y avait trop de pression, parce que la famille n'était pas présente. Bref, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Moi, je pense que au lycée du Mont-d'Urville, au lycée Rouvière, on a des élèves qui sont capables d'intégrer des grandes écoles et c'est avant tout grâce à leur qualité personnelle. Alors nous, on les accompagne, c'est sûr, et quel que soit encore une fois la filière, vous allez trouver des professeurs qui vont accompagner ces élèves-là comme il le faut. Donc, aller à Paris comme ça en première année parce que les statistiques sont meilleures, etc. Encore une fois, je suis pas certain que ce soit une bonne façon de raisonner. Alors j'ai vu tout à l'heure dans le diaporama que vous citiez donc l'ancien diplôme universitaire de technologie qu'on appelle le DUT, qu'on appelait le DUT, pardon, comme étant l'une des filières possibles des écoles d'ingénieurs. Là maintenant, à partir de la rentrée prochaine, nous passons à un bachelor universitaire de technologie en 3 ans. Donc, est-ce que vous avez des échos par rapport à la modification du type de recrutement? Et est-ce qu'avec un bachelor, je vais rejoindre encore une première année d'école d'ingénieur, ou est-ce que le recrutement en école d'ingénieur sera impacté par ce changement de formule? Alors, de ce que j'en sais, alors déjà, en général, les élèves qui font un DUT, quand ils rentrent en école d'ingénieur, bon, c'est sur dossier et la plupart du temps, et c'est souvent des formations par alternance. C'est-à-dire qu'ils rentrent en école d'ingénieur et en général, les écoles d'ingénieurs aujourd'hui ont beaucoup développé les filières par alternance et ces élèves-là font souvent ce genre de filière. De ce que j'ai cru comprendre, le programme des 3 années maintenant du bachelor, c'est quasiment équivalent à ce qui se faisait avant en 2 ans, on va dire. Donc, je crois que les écoles d'ingénieurs n'ont pas changé leur recrutement et vont recruter en première année ces élèves-là issus des bachelors, quoi. Ils vont pas gagner une année, ça m'étonnerait beaucoup. Donc, je crois pas. Je voulais juste préciser quand même. Il y a 205 grandes écoles d'ingénieurs en France, ce qui fait 16 000 places disponibles pour les classes préparatoires aux grandes écoles. Et l'année dernière, il y avait 22 000 candidats. Donc 16 000 places, 22 000 candidats. Voilà le ratio pour entrer dans une école d'ingénieurs. Ça veut dire qu'on a 75 ou 80% de chances de rentrer en école d'ingénieur quand on fait classe préparatoire aux grandes écoles. C'est vraiment la voie royale pour entrer dans une grande école. Oui. Alors,
ce qui est clair, c'est que aujourd'hui les portes sont grandes ouvertes. Donc la France, l'Europe manque d'ingénieurs, etc. Ça fait déjà une dizaine d'années. Et c'est vrai qu'il y a plus de places en école que de candidats au concours. Donc un élève qui a fait le travail qu'on lui a demandé de faire pendant les 2 ans, qui a été sérieux, il ira en école. Il ira en école, il y a aucune raison qu'il n'y aille pas. En général, les élèves qui changent et qui n'y vont pas, ils changent vraiment ils changent vraiment de filière. Vous avez des élèves qui vont partir faire des études de kiné, qui vont partir faire autre chose, mais en général, l'élève qui vraiment a envie de faire des sciences, de rentrer dans une école d'ingénieur, il ira. Euh, alors, les portes sont grandes ouvertes, et de notre côté, les portes des très grandes écoles ne sont ouvertes qu'aux élèves de classe prépa. C'est-à-dire que déjà, si on se dit bon allez, je vais faire un IUT et comme ça, je vais par là rentrer dans une école d'ingénieur. Alors, bien évidemment, l'entonnoir est plus restrictif, mais de notre côté, c'est vrai qu'on se bat pas vraiment avec les mêmes élèves. Et on n'aura pas toutes les portes qui seront ouvertes. Et en général, encore une fois, ce sont plutôt des écoles sur dossier et des filières en alternance qui sont privilégiées. En classe prépa, en fait, est bonne dans les classes parce qu'il n'y a pas de compétition entre les élèves. En fait, dans une classe, ce qu'on pense, c'est qu'il y a de compétition, mais en fait, il y a tellement d'écoles, quand on pense 205 écoles d'ingénieurs, donc dans une classe, les élèves se dispatchent dans plein d'écoles. Donc, il n'y a pas, dans nos prépas, cette l'ambiance, une compétition qu'il pourrait y avoir dans certaines écoles, certaines classes prépa où tous veulent aller à Polytechnique. Voilà, donc il y a cette partie-là et il y a vraiment une entraide qui se fait. Mais Monsieur Bénet, peut-être vous pouvez en parler mieux parce que c'est vous qui êtes dans la classe. Alors, il est clair que ce soit à Dumont-d'Urville ou à Rouvière, ce sont finalement des lycées de province assez, avec une ambiance très familiale, on va dire. Il est clair que tout à l'heure, quand je parlais des grandes classes préparatoires à Paris, par exemple, il y a une pression telle que, évidemment, quand tout le monde veut aller à Polytechnique et que les places sont assez restreintes, l'entraide a ses limites. Il y a un moment donné où, évidemment, on veut bien aimer le collègue, mais jusqu'à un certain point, on va dire. Nous, on a un panel d'élèves qui est bien plus vaste, et puis, et donc, les ambiances de classe sont très bonnes. Évidemment, il y a toujours des groupes d'élèves, mais globalement, j'ai jamais vu un élève aller refuser de l'aide à un autre élève. Donc, les ambiances sont assez bonnes. De notre côté, nous, les enseignants, ben, on est dans cette ambiance-là et globalement, ça donne on va dire des ambiances de classe, des ambiances générales qui sont sans commune mesure avec les ambiances que l'on peut avoir sur des grands lycées parisiens. Voilà. Aussi qu'il y a une grande disponibilité des enseignants. Un enseignant de maths a une classe prépa, donc c'est sa classe. Voilà. Un enseignant de physique souvent aussi. Donc voilà, les enseignants ont peu de classes et donc suivent les élèves vraiment de très près. Voilà. Et il y a un encadrement qu'il n'y a pas ailleurs. Et je voudrais juste rajouter un petit point, les élèves qui choisissent, parce que quand on fait ses vœux, on a le choix d'un lycée, d'une classe, et puis on a le choix de l'internat ou pas. Alors, les élèves qui sont à l'internat, le soir, après les cours, travaillent ensemble. Il y a une grosse entraide entre élèves. C'est-à-dire que on s'aperçoit que les élèves qui sont à l'internat, finalement, ont une qualité d'enseignement et finalement ensuite une qualité de travail, etc., qui est sans commune mesure en fait avec un élève qui serait isolé à Paris dans son appartement, etc. Bon, donc on a des très bonnes ambiances de travail et notamment à l'internat. En attendant, vous pouvez peut-être répondre à une question. Il paraît, Monsieur Bénet, que vous collez nos élèves. Qu'est-ce qu'une colle? Alors, une colle, c'est une interrogation orale, c'est pas une punition, au contraire. En général, ça se passe le soir, soit de 17 à 18 heures, soit de 18 à 19 heures. L'école se déroule par groupe de 3 élèves, notamment dans les disciplines scientifiques, c'est-à-dire que on a 3 élèves au tableau qui ont chacun un exercice à faire, c'est la colle.
Et puis, donc, ils font une résolution en direct au tableau de cet exercice. Alors, en général, il y a toujours une partie, on va dire, plutôt de cours. Ça commence comme ça. On estime que le minimum, ben, c'est de connaître son cours. Un élève qui connaît son cours, en général, déjà, il peut avoir la moyenne, on va dire. Et puis ensuite, donc, il y a un petit problème particulier à résoudre. Et là, l'élève donc va le faire en direct au tableau. Donc, on va peut-être l'aider, lui tendre un petit peu quelques perches s'il n'y arrive pas tout seul. C'est souvent l'occasion de mettre au point quelques notions que l'on a vues en cours et qui n'ont pas bien été comprises. Bref, c'est pas un cours particulier, hein, encore une fois, c'est un exercice à résoudre. Mais parfois, ça se transforme en cours particulier lorsque les élèves n'arrivent pas à être autonomes et à résoudre par eux-mêmes les exercices. Donc, on a des élèves qui se débrouillent tout seuls, qui ont des très bonnes notes, et puis d'autres pour lesquels ça se passe un peu moins bien. Encore une fois, le minimum, c'est d'arriver en colle en connaissant son cours. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail régulier à fournir, très très régulier. Il y a toute une démarche à acquérir. En général, on se retrouve avec des élèves en début d'année qui, parce que le samedi matin, il y a un certain devoir surveillé, misent toute la semaine sur la matière en question. Et du coup, ces élèves-là se retrouvent en constant décalage, on va dire, et de par les interrogations orales et de par les travaux dirigés, quelles que soient les matières. Donc, on apprend vraiment à travailler régulièrement toutes les matières et à avoir un enseignement profond, on va dire, avec un peu de recul. Donc l'école font partie en fait de cet enseignement finalement. Ajouter aussi dans les prépas littéraires, eh bien, l'école, vous êtes par exemple en face de votre prof d'anglais, vous parlez pendant une demi-heure avec votre prof d'anglais. Donc ça, bien sûr, ça va travailler votre oral d'une façon remarquable parce que ça permet un échange et vous avez préparé un travail et il y a un véritable dialogue. Donc, je prends l'anglais au hasard, mais bon, voilà, donc ça vous fait faire des progrès aussi à l'oral, considérables. Et est-ce qu'il y a des qualités particulières pour un élève à avoir lorsqu'on rentre en classe prépa, en termes d'autonomie, en termes de capacité, en termes de, on va dire, de disponibilité par rapport aux études? Est-ce que quelle part on doit faire entre la part des études et la part de la vie personnelle, si on est engagé dans une pratique sportive ou d'autres éléments comme ça? Alors, en général, donc je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça représente une quarantaine d'heures de cours, TD, etc. Et puis un travail personnel, on va dire tous les soirs, allez, 1, 2 heures. Donc, nous, ce que l'on conseille aux élèves, c'est les élèves qui ont des activités particulières, de sport, de culturel, de musique ou autre, c'est de pas tout arrêter, mais forcément de mettre un petit peu en veilleuse les activités qui ont été. Je veux dire, il est hors de question d'imaginer qu'on va pouvoir 3 soirs par semaine aller faire un entraînement de football et puis jouer le week-end les matchs, etc. Ça, c'est clair qu'il faut pas se leurrer. Ça, il va falloir mettre certaines activités un petit peu entre parenthèses. Maintenant. Alors, en général, le samedi matin, il y a devoir surveiller. Le samedi après-midi, on conseille à tous les élèves de faire une pause, un break. Alors, pour l'élève qui joue du piano, ben là, de profiter de ce samedi après-midi, d'aller au cinéma. Bon, en ce moment, on ne peut pas, évidemment. Mais disons que d'avoir toutes les activités possibles le samedi après-midi. Et le dimanche, en général, ben, il va falloir se remettre lentement au point pour pouvoir aborder une semaine de manière sereine, on va dire. Donc, on va dire que dans la semaine, c'est surtout le samedi après-midi où on a du temps libre, et il faut se l'imposer justement, ce temps libre. Et après, le soir, évidemment, il est hors de question de se coucher à 1 heure du mat ou à 2 heures du mat pour aller travailler des mathématiques ou de la physique ou je sais pas trop quoi. Évidemment, on a besoin de sommeil, donc il va falloir acquérir toute une certaine hygiène de vie, on va dire. Ben, évidemment, pas dormir n'importe quand, n'importe comment, ne pas manger n'importe quoi, comme un sportif de haut niveau en fait. On retrouve certaines analogies, quoi, hein. Mais c'est sûr que pendant ces 2 années-là, il va falloir mettre un petit peu en veilleuse des activités trop chronophages, on va dire. Je voulais compléter ce que disait M. Notamment au rythme de vie que l'on va avoir en classe préparatoire. Une des plus grandes difficultés finalement pour l'élève, ça va être d'accorder
ce rythme de vie à lui-même, à sa morphologie, à sa manière de fonctionner. Sans parler d'activités annexes, travailler en dormant beaucoup trop peu, c'est pas du tout ce qui sera bénéfique pour l'élève. Ne pas assez travailler et finalement avoir trop de temps de loisir, c'est pas forcément ce qui est le plus bénéfique non plus. Donc il faut trouver en fait un juste milieu par rapport à ce que l'on est, ce que l'on est capable de supporter pour ce qu'on est capable de supporter, et il va falloir se faire aussi parfois un petit peu violence pour aller un peu plus loin que ce que l'on imagine être capable de supporter, mais il y a des limites. Voilà, il faut trouver son propre rythme, celui qui va lui permettre d'être le plus efficace possible. Et pour ça, ben, ça se teste. Ça ne peut pas se deviner à l'avance, ça ne peut pas se prévoir. Et ben, tous les élèves vont être dans des situations de test, d'autotest pendant les premiers mois, avec parfois des modifications. Ça veut dire qu'on teste un rythme de vie pendant 2, 3 mois, et puis on regarde ce que ça peut donner, et puis éventuellement, ben, c'est pas grave, on change, parce que c'était peut-être pas ce qui était le plus efficace à ce moment-là. En tout cas, l'idée, c'est que durant cette première année, on arrive petit à petit à mettre en place ce bon rythme qui nous servira bien évidemment pour la deuxième année de façon encore plus importante à cause des concours qui arriveront à la fin. Et c'est essentiel. Et au final, parce que les élèves les notes que les élèves ont en classe préparatoire ne sont pas forcément les notes qu'ils avaient en classe de terminale. C'est pas toujours, il y a parfois un petit décalage auquel les élèves ne sont pas forcément habitués. Et c'est pas ça le plus important pour le coup. D'abord, travailler sur ce fameux rythme de vie, prendre les notes telles qu'elles arrivent, essayer de comprendre pourquoi on a échoué ou on a moins bien réussi que ce que l'on imaginait, et réagir en fonction de ça. Mais voilà, chercher, s'adapter de façon à bien se poser. Moi, j'aurais peut-être simplement une dernière question, hein, donc avant de conclure. Donc là, on est face à des chefs d'établissement et des enseignants qui interviennent donc au lycée donc Rouvière et au lycée du Mont-Durville. Par rapport au devenir de vos élèves dans vos établissements, qu'est-ce qu'ils sont devenus, par exemple, lors de la dernière promotion au niveau du lycée Rouvière, au niveau du lycée du Mont-Durville? Quel type d'école ils ont intégré? Si vous pouviez nous en dire un petit peu plus. Alors, la dernière promotion, alors nous, ça n'a pas été la meilleure. Le confinement a fait quand même des dégâts importants. On a cette année plus d'élèves qui ont cubé parce que, voilà, le confinement s'est passé pas très très bien. Pas été très bien ressenti. Mais sinon, on intègre. Alors, les écoles d'ingénieurs, c'est difficile parce qu'il y en a tellement que, voilà, on intègre chaque année 80, plus de 80% de nos promotions rentrent en scientifique rentrent dans une école d'ingénieurs. En prépa littéraire, eh bien, on intègre des élèves à l'ESIT, à l'ISIT, à l'ENS. Bon, ben, sur les 3 dernières années, on en a intégré 2. Euh, voilà, on a une qui a fini deuxième des écrits quand même, donc vous voyez qu'on peut réussir bien à, à Dumont. Et on intègre aussi des écoles de journalisme, les prépas littéraires. Les prépas éco, ben, ils intègrent aussi bien des écoles, alors pas à HEC, on n'a pas d'élèves, c'est l'année dernière qui a intégré HEC, non. Mais il y a tellement là aussi d'écoles de commerce, donc ils intègrent aussi des écoles de commerce. Mais on a aussi des élèves quand même qui vont à l'université volontairement. L'année dernière, je crois le 4e de MP est allé à l'université et régulièrement. Et l'année dernière, on avait une jeune prof d'ailleurs qui agrégée et qui était 3 ans ou 4 ans avant, elle était en classe prépa chez nous. Donc voilà, ça veut dire que c'est aussi un parcours pour devenir enseignant. Ça fonctionne très bien. Voilà. Mais on a sur une classe de 40, on en a 3 chaque année voilà,
en moyenne, 3 qui vont abandonner en première année. Voilà. Le taux de, alors c'est pas rien, hein, 3 élèves qui vont se réorienter sur 40, mais comparé à d'autres filières, c'est peu. Voilà. Là, on a eu donc en dernière intervention donc des exemples même très brillants hein, de réussite en classe préparatoire aux grandes écoles. Donc, il ne me reste qu'à remercier très chaleureusement euh, messieurs Allard, Gaillin et puis Benet pour leurs interventions. Hein, donc, je le répète, très très riches, mais également très fournies en termes d'informations. Nous avons pu donc découvrir toutes les filières possibles avec le devenir de ces étudiants et également le contenu de certaines filières, notamment à caractère scientifique. Donc, je tenais à vous en remercier tout particulièrement. Ce webinaire restera à disposition hein, donc des internautes connectés, mais également de ceux et celles qui s'étaient inscrits. En tout cas, je laisse le document. Donc, alors, on a donc Madame Villeneuve qui a donc levé la main, qui désire peut-être poser une question. Donc, je vous laisse poser votre question, Madame Villeneuve. Vous m'entendez avec mon micro? Oui, je suis la maman, donc voilà, c'est parfait de notre côté. Nous avons bien pu écouter vos interventions. Je me suis connectée pour ma fille parce qu'en fait, elle est en cours. Donc ça peut expliquer pourquoi vous n'avez pas trop de participants aussi. Je sais pas, ça peut jouer aussi. Voilà, c'était juste pour ajouter cela. Mais moi, j'ai eu aussi des retours de la part d'enseignants que je connais sur hier et qui me posaient la question est-ce que nous pourrons nous connecter en décalé dans le temps et pourront réécouter le webinaire parce que bah, oui, nos élèves sont en cours ou on n'a pas de possibilité en effet de connexion immédiate. Donc je sais aussi qu'il va y avoir de la connexion décalée dans le temps. Très très bien, donc merci beaucoup à nouveau. Merci à ce témoignage de Madame Villeneuve. Hein, donc, et puis, comme vient de le préciser donc Monsieur Guégan, donc le lien restera actif. Il y aura également, donc, je vais voir un petit peu pour couper le début hein, de la diffusion, qui était plus un problème de petite mise au point, on va dire technique, hein, de façon à ce que ça ne vienne pas parasiter la lecture ultérieure par les élèves et par les équipes enseignantes. Ce lien sera également diffusé sur la chaîne YouTube du CIO et également sur le site du CIO d'hier. Donc vous pourrez retrouver les interventions et la diffusion des différents diaporabas. Voilà. Ils sont également en téléchargement, hein, donc pour les personnes qui ont reçu un lien de connexion. Vous voyez que sur le côté, hein, donc il y a 3 éléments qui sont en téléchargement. Le document que M. Allard a diffusé tout à l'heure et qui a servi de support à la présentation est actuellement en cours de conversion sur l'application VIA, qui met du temps, mais il restera, lorsque la conversion sera terminée, il restera également actif et vous pourrez également le télécharger pour pouvoir éventuellement soit vous en servir à des fins personnelles, soit pour vous en servir avec vos élèves en classe. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée et puis à très bientôt. Au revoir.